et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, une vidéo encore de géopolitique, d'histoire, etc. sur un petit peu la guerre, le conflit, enfin la guerre, les conflits et les solutions, donc la paix. Donc c'est un grand thème en fait, un petit peu d'histoire, de politique, de géopolitique qui est présent depuis des années. Il y a toujours eu des guerres, des paix, des conflits, des tensions, des coopérations, depuis des siècles et des siècles, dans toutes les civilisations du monde, enfin dans plusieurs civilisations mondiales. Et c'est encore d'actualité aujourd'hui, donc avec la guerre en Ukraine, le conflit israélo-palestinien et tant d'autres conflits à travers le monde, mais également des paix ou également du climat où tout va bien, du climat de coopération. Donc pour vous présenter ce thème, comme d'habitude, je vais vous présenter un petit peu des définitions, des dates, des exemples historiques, politiques, économiques. Donc voilà. Alors pour commencer, donc quand il y a une guerre, excusez-moi, ou un conflit, c'est que c'est la conséquence de tensions. C'est tout d'abord, c'est pas du jour au lendemain, on va se dire il y a deux pays qui se mettent en guerre, enfin qui se font la guerre. Il y a quand même un contexte politique, économique derrière, enfin qui précède, et ça résulte à une tension et donc un conflit ou une guerre. Donc une guerre ou un conflit, c'est en fait un climat plutôt négatif, avec des tensions, ça peut être armé ou non armé. Donc non armé, c'est par exemple révolution industrielle, guerre froide, et armé, ça va être les guerres mondiales, des conflits, la guerre en Ukraine, etc. Donc c'est pour ça qu'il y a vraiment, et il y a différents types, il y a différents degrés, on va dire, de guerre, de conflit, etc. Pour qualifier une guerre de guerre, entre guillemets, il faut qu'il y ait au minimum, entre guillemets, entre 25 et 1000 morts pour qu'un conflit soit considéré comme une guerre. Donc on dit que le conflit armé est mineur. En fait, non, excusez-moi, c'est plutôt à partir de 1000 morts qu'on dit que c'est une guerre, et entre 25 et 1000 morts, on est plus dans un conflit, mais un conflit qui approche d'une guerre. Ouais, donc je peux vous donner une définition claire de la guerre. La guerre, ça se définit comme un conflit armé opposant deux groupes humains. Donc on dit deux, mais ça peut être plus, hein, évidemment. Donc ça peut être des tribus, des villes, des États, des empires, des alliances, voire des organisations régionales, associations d'États. Ce conflit est limité dans le temps et l'espace, donc il y a des dates de début et de fin, par exemple la guerre mondiale 1914-1918. Donc c'est dans une zone, hein, c'est en Europe, enfin à travers le monde, parce que c'est une guerre mondiale, mais une grande référence, c'est le régime nazi, et c'est en Europe, c'est en Allemagne, précisément, enfin à cheval entre l'Allemagne, la Pologne, vers la Russie, vers la France. Par exemple, France libre, France occupée, c'est en Europe, donc le conflit est en Europe. Voilà. Et donc en fait, ces qualifications, ces définitions de guerre ont été accordées par des universités qui définissent un petit peu les conditions de guerre ou qui définissent un petit peu différents phénomènes géopolitiques. Voilà, donc c'est les universités ou les établissements scolaires de l'enseignement supérieur spécialisés dans la politique ou la géopolitique qui donnent un petit peu les conditions de ces thèmes, entre guillemets. Ensuite, je vais vous donner d'autres définitions. Donc, une guérilla, c'est un combat d'unité mobile pratiquant une guerre d'harcèlement et d'embuscade sans ligne de front. Donc, une guérilla, en fait, c'est une guerre qui est pas légale, entre guillemets, dans le sens où elle n'est pas structurée. C'est-à-dire que vous n'avez pas de ligne de front, c'est du harcèlement, des embuscades, c'est la foire, entre guillemets. Le terme de guérilla désigne aussi les groupes de combattants qui livrent ce type de guerre. Donc, voilà, donc c'est soit on parle de la guerre en tant que telle qui n'est pas organisée, pas structurée, soit on parle en fait des combattants de cette guerre. Ensuite, aux définitions, guerre industrielle, guerre privilégiant la puissance de feu, donc toutes les armes à feu, hein, pistolet, kalachnikov, etc., et visant l'usure de l'ennemi. En fait, le but, c'est la destruction de l'ennemi, c'est l'objectif premier de ces guerres industrielles. On parle de guerre industrielle parce que c'est pas des guerres épées au couteau, c'est des armes à feu. Donc c'est pour ça qu'on parle de guerre industrielle. Il y a le côté industriel dans les armes, c'est des armes entre guillemets technologiques. Pas technologiques dans le sens numérique ou informatique, réseaux sociaux ou quoi, mais c'est des armes technologiques dans le sens, c'est pas des armes en béton, en papier ou je ne sais quoi. Ensuite, autre définition, donc distinction avec plusieurs critères entre guerre régulière et guerre dite irrégulière. Donc la guerre est dite régulière, conventionnelle ou classique.
donc c'est une guerre de base, quand elle met en jeu des États les uns contre les autres. Donc c'est pour ça tout à l'heure on disait la guerre c'est entre deux groupes, mais ça peut être plus. La guerre mondiale, c'est pas que France-Allemagne. Il y a la France, il y a l'Allemagne, il y a la Pologne, il y a le Japon, il y a les États-Unis, il y a le Royaume-Uni, il y a la Russie, il y a plein d'autres acteurs. Donc il y a aussi l'Espagne. Donc c'est pas que entre des États, mais entre plusieurs. On pourrait dire, quand il y a des alliances, on pourrait dire bah, c'est deux groupes, c'est deux alliances. Mais en fait, c'est plusieurs États. Donc même il y a plusieurs alliances, des contre-alliances, etc. Au niveau des acteurs, donc c'est généralement les États, et parfois ça peut être des groupes terroristes ou d'autres groupes organisés, des associations d'États ou d'autres sortes. Donc condition 1. Condition 2, les moyens. Donc il y a différents types d'armes. Donc armes, par exemple les cyberattaques, donc armes informatiques, armes chimiques, donc le chlore, le gaz moutarde, le zyklon B, etc. Gaz sarin, armes bactériologiques avec l'anthrax, la toxine botulique, et les armes radiologiques avec le césium-137 et armes nucléaires. En fait, si vous voulez, voilà, dans ce genre de conflit, vous avez plusieurs types d'armes. Vous avez des armes, voilà, comme on l'a dit, hein, nucléaires, radiologiques, bactériologiques, chimiques ou informatiques. Donc, c'est différents moyens qui permettent de lutter donc en concurrence entre deux grandes puissances ou plusieurs États. Et ça permet de s'opposer, ça permet de lutter, donc soit pour attaquer, soit pour se défendre. Troisième condition, les cibles visées, donc ça peut être des États, ça peut être des militaires, des civils, des pays, une région bien ciblée, ça varie énormément. Ensuite, au niveau des acteurs, donc je n'ai déjà un peu parlé, hein, les États, mais ça peut être aussi, comme je l'ai dit, voilà, des acteurs plutôt privés, ou ça peut être des terroristes, enfin il y a différents types d'acteurs. Ensuite, autre notion, donc différents types de notions pour qualifier la guerre. La guerre interétatique, entre États, inter comme international. La guerre intra- ou infra-étatique, c'est à l'intérieur. Donc, par exemple, une guerre civile est une guerre intra-étatique à l'intérieur d'un État. Et la guerre mondiale, c'est une guerre, on pourrait dire extra, enfin plutôt interétatique, à l'international, entre les pays. En fait, quand on parle de guerre interétatique, c'est une guerre internationale ou une guerre mondiale. Donc, une guerre mondiale est une guerre internationale ou une guerre interétatique, c'est ça. Enfin, c'est pour ça que quand on dit guerre internationale, c'est pas comme les JO ou quoi, c'est juste que c'est à l'échelle internationale, entre plusieurs pays, c'est pas que national. C'est par exemple, guerre mondiale, c'est plusieurs pays. Aux définitions, donc je vous donne plein d'autres définitions. Une guerre autochtone, c'est quand une guerre concerne les seuls acteurs où se trouve le théâtre des opérations. Par exemple, si la guerre se déroule en Allemagne et que ça concerne les Allemands, exemple la guerre mondiale, et donc, sur le front, c'est une guerre autochtone. Autochtone, il y a le côté un peu unique, automatique. Ça se passe sur les territoires allemands. Guerre mondiale sur le territoire allemand, pas que, mais en grande partie. Ensuite, donc là, je vais vous donner plusieurs exemples un petit peu de guerre ou de conflits. Donc, par exemple, en 1990, l'Irak envahit le Koweït. Donc là, c'est un exemple de guerre autochtone. C'est une guerre extra-étatique, donc en dehors de l'État. Ouais, la différence entre intra et infra, donc vous pouvez, tiens, comme devoir, entre guillemets, je peux vous dire de chercher la différence entre intra et infra-étatique. En tout cas, les deux, ce qui les lie, c'est que c'est à l'intérieur d'un État, mais c'est pas exactement la même chose. Et inter et extra, c'est pas exactement la même chose aussi. Inter, c'est international, donc en dehors de la nation, mais c'est entre les pays. Tandis que extra, ça va être en dehors, c'est complètement en dehors. Voilà. Donc pareil, je peux vous laisser chercher en devoir différence précise entre intra-étatique et infra-étatique, d'un côté, et d'un deuxième côté, le deuxième devoir, entre guillemets, chercher la différence entre inter et extra-étatique. Donc en réponse à l'invasion du Koweït, je reprends les exemples, d'août 1990 à février 1991, une coalition internationale menée par les États-Unis livre une guerre à l'Irak sous mandat de l'ONU. Donc l'ONU peut donner des mandats d'arrêt, mandats de perquisition, comme dans les films, hein, c'est un peu ça, c'est le même principe. Mandat pour faire une guerre. Donc en fait, mandat, c'est en gros, si vous voulez, une autorisation. Et donc c'est ça une guerre d'intervention. Une guerre d'intervention, c'est une autre définition, c'est une guerre où un acteur intervient. Un acteur vient soit médiatiser, entre guillemets, donc apporter la paix, vient accentuer la guerre, aider un État ou un autre État. Là, en l'occurrence, l'intervenant, l'acteur qui intervient, c'est l'ONU. C'est pour ça qu'on parle d'une guerre d'intervention ou extra-étatique. Donc, si vous voulez, c'est synonyme. Vous avez la guerre d'intervention ou autrement appelée guerre extra-étatique. À titre informatif, en 2021, on comptait environ 26 guerres intra-étatiques, donc à l'intérieur des États,
mais des guerres qui sont internationalisées. C'est-à-dire que c'est des guerres qui commencent à l'échelle nationale, à l'intérieur des États, et internationalisées qui se répandent à l'échelle internationale. Donc c'est comme si, par exemple, la Seconde Guerre mondiale, au début, ça a commencé vers l'Allemagne, et ça s'est répandu à travers le monde, enfin, à travers l'Europe et à travers le monde, puisqu'il y a les États-Unis qui intervenaient, les Britanniques, puisque les Britanniques, un coup, ils sont en Europe, un coup, ils sont pas en Europe, donc je ne sais pas trop, et d'autres États. Autre exemple de guerre, donc vers 2021, Afghanistan vs les talibans, donc ce sont des terroristes. Donc parfois c'est un État, en fait c'est soit deux États opposés, deux groupes de terroristes, donc, par exemple un groupe de terroristes d'un pays A et un groupe de terroristes d'un pays B qui s'opposent, ou alors euh, donc vous avez un pays A et vous avez l'État du pays A qui est opposé à des terroristes du même pays. Donc ça c'est des problèmes. Ensuite, les enjeux en jeu, c'est vie ou mort, savoir le but, c'est de sauver tout le monde, laisser tout le monde en vie, apporter la paix, mais ça reste un enjeu parce que parfois il va y avoir des blessés graves, des morts, c'est ça les problèmes de la guerre. Autre exemple de conflit, vous avez les guerres de Tchétchénie, donc avec la Russie entre 1990 et 2000, puis 1994 et 1996, et de 1999 à 2009. Voilà. Les dates approximatives. Donc ces guerres opposent des groupes russes avec des indépendantistes, on pourrait dire des militants, ou pas vraiment des terroristes, mais plus des militants, ou des révolutionnaires, entre guillemets, tchétchènes. Donc tchétchène, c'est T-C-H-E, T-C-H-E-N. Tchétchène. En février 2000, la capitale tchétchène, donc autre exemple, ça se lit, donc la capitale tchétchène qui s'appelle Grozny est prise par les Russes, mais les combats perdurent jusqu'en 2009. Donc, vous imaginez pendant 9 ans, la capitale va être prise, donc Grozny, en 2000, et les combats vont finir que seulement 9 ans après. Donc c'est quand même problématique. Les indépendantistes se multiplient les attentats dans les années 2000, la répression russe est féroce. Donc là, il va y avoir ces guerres là vont conduire à la mort de plus de 150 000 civils. Donc, civils, ils ont rien demandé, il y en a quand même plus de 150 000, ce qui est énorme, qui vont mourir. Donc c'est quand même très dramatique. Donc voilà. Autre définition, zone grise, zone qui échappe au contrôle de l'État, du gouvernement. Donc c'est une zone, c'est un peu comme le paradis fiscal où il n'y a pas de fiscalité, il n'y a pas de taxes, etc. Par rapport à mes vidéos précédentes là, de géographie. C'est un peu cette même idée, sauf que là, c'est le contrôle de l'État. C'est-à-dire que c'est une zone, en fait, c'est un peu cette même idée, sauf que c'est pas exactement les mêmes points. Il n'y a pas que le côté fiscal, entre guillemets. C'est juste une zone, par exemple, Andorre. Andorre, la ville d'Andorre, c'est une ville transfrontalière entre la France et l'Espagne, et c'est pas vraiment contrôlé par l'État. Enfin, c'est, on va dire, une sorte d'État indépendant, mais c'est pas à la France ou à l'Espagne. C'est une ville entre les deux, mais on peut pas dire que Andorre appartient à la France. On pourrait dire qu'il y a une partie d'Andorre qui est à la France et une partie d'Andorre qui est à l'Espagne, mais pas vraiment. C'est une ville un peu indépendante. C'est un petit peuple, un petit État. C'est comme le territoire de Belfort. C'est indépendant. C'est-à-dire, voilà, on ne dit pas Andorre appartient à la France ou Andorre n'appartient pas à la France et appartient à l'Espagne. Non. Autre exemple, donc il y a une guérilla marxiste des FARC, Forces armées révolutionnaires de Colombie, en Colombie. Donc il y a une guérilla. Donc pour rappel, une guérilla, on l'a rappelé tout à l'heure, c'est un combat d'unité mobile pratiquant une guerre de harcèlement et d'embuscade sur ligne de front. Donc c'est une guerre entre guillemets illégale, pas très structurée, pas vraiment ligne de front, donc pas de limite, et surtout embuscade et harcèlement. Donc voilà, c'est violent, c'est comme ça, c'est sans forcément de justification, sans forcément de raison. Il y a une guerre comme ça, violente, non organisée, non structurée. Donc voilà. Et par rapport à cette guérilla marxiste de la Colombie, en 2016, il y a un traité de paix qui est signé prévoyant un cessez-le-feu, mais ça va plus ou moins marcher. Les affrontements ont quand même continué, hein. C'est comme par exemple pour le conflit israélo-palestinien. Malgré des tentatives de paix, il y a une autre guerre des pierres, une autre intifada, la deuxième intifada qui va avoir lieu, hein. Donc un deuxième soulèvement, intifada, c'est-à-dire soulèvement. Donc ça veut dire que malgré des tentatives de paix, malgré des traités de paix, ça ne veut pas dire que la paix est totalement acquise. Autre exemple, la Seconde Guerre mondiale.
Il y a eu les traités de paix, la traité de Versailles qui prévoyait un peu la paix, on n'a pas le droit de se réattaquer, etc. Hitler, lui, s'en fichait, il a quand même attaqué, il a quand même envahi la Pologne, il a quand même pris la Bohème-Moravie, il a annexé des États avec le Anschluss, il a annexé la Tchécoslovaquie, si je dis pas de bêtises, et l'Autriche, en tout cas l'Autriche. Donc il a quand même s'en fiché royalement du traité de Versailles, il l'a enfreint, carrément enfreint. Autre exemple, hein, donc là on va pas tous les citer, hein, il y a évidemment plein d'exemples historiques de conflits, de guerres, là, mais des principaux, des importants qu'il faut retenir, c'est le Mexique par exemple, autre exemple au Mexique, avec la lutte contre le trafic de drogue, tout ce qui est cartel de drogue, etc. Euh, il y a un conflit qui a été qualifié de guerre limitée. Donc c'est une guerre, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de morts, il y a beaucoup, enfin, c'est très dur à gérer. Pas forcément des morts, parce qu'en soi, par exemple, la guerre froide, il n'y a pas vraiment une mort. Enfin, c'est une même pas du tout, c'est une guerre morale. Mais voilà, c'est une guerre limitée, c'est-à-dire qu'il y a des limites. C'est pas une grande guerre, une guerre mondiale, une guerre illimitée qui s'arrête pas ou qui va au-delà des frontières ou peu importe. C'est une guerre quand même structurée, limitée, mais ça reste une guerre. Ensuite, avec la décolonisation, puis la guerre froide, ça a produit une augmentation du nombre de conflictualités, de la conflictualité, du nombre de conflits entre à peu près euh, la fin de la Seconde Guerre mondiale. Pour rappel, la Seconde Guerre mondiale, c'est 39-45, 1939-1945. Et bah, de 1945, donc de la fin de la Seconde Guerre mondiale, à la fin de la guerre froide, 1989, il y a de nombreux conflits à travers le monde qui vont être présents, donc une augmentation de la conflictualité. Et depuis les années 2010, donc il y a également d'autres conflits qui vont un peu plus ou moins diminuer. En fait, c'est un peu vraiment une courbe, ça augmente, ça diminue, il y a la guerre, il y a la paix, etc. Donc il y a une nouvelle augmentation depuis les années 2010, mais entre les années 90 et 2000, ça allait un peu mieux. Ensuite, définition, donc guerre liée aux printemps arabes. Qu'est-ce que les printemps arabes? Donc c'est l'expression désignant la contestation politique, enfin la contestation des populations d'ampleur et d'intensité très variable. C'est un peu comme le nombre de guerre, paix, bah là c'est violent, pas violent, etc. Qui se produisent dans de nombreux pays du monde arabe à partir de décembre 2010. Donc les printemps arabes, ça touche plusieurs pays comme par exemple la Libye, le Tchad, l'Égypte, la Syrie et d'autres pays. Les printemps arabes, qu'est-ce que ça va produire comme violence? Donc environ, enfin le nombre de morts va augmenter en particulier chez les civils. Après, donc ça c'est pour cette période. Après 2021, vous avez 5 guerres meurtrières. Donc l'Afghanistan, au Yémen, Syrie, Somalie, Nigeria. Voilà, ça va produire environ 40 000 morts. Donc voilà, donc c'est très violent. Haute définition, guerre hybride, donc c'est pas des guerres électriques et thermiques, hein, par rapport aux véhicules hybrides, non. Mais c'est le même principe du côté hybride, donc c'est le côté un peu le mélange des deux. C'est-à-dire, une guerre hybride, c'est quoi? C'est à la fois une guerre conventionnelle, régulière, à la fois une guerre irrégulière avec des outils plus ou moins maîtrisés, etc. En fait, ça mélange le côté un peu légal et le côté illégal. Le côté avec des armes conventionnelles, le côté structurel, cadré, avec le côté un peu maladroit, un peu c'est la foire quoi. Donc c'est ça une guerre hybride, c'est un mélange un petit peu de organisé et désorganisé. Ou alors c'est une guerre qui peut être au début organisée puis désorganisée, ou à l'inverse désorganisée puis organisée. Quand je dis organisée, c'est au niveau des conditions, au niveau de la structure, etc. Haute définition, donc sharp power, donc vous avez hard power, puissance forte. Ensuite vous avez le power, donc l'inverse c'est le puissance douce. Et Sharp Power, donc c'est des informations par les réseaux sociaux, donc c'est un moyen d'attaque numérique contemporain. C'est désinformer les gens, donc faire passer des fake news, des fausses informations, influencer négativement une sorte de propagande par les réseaux sociaux, et c'est ça le Sharp Power. C'est le pouvoir un petit peu de manigancer, de manipuler via en fait les réseaux sociaux. Et donc des conventions vont avoir lieu, donc notamment un exemple en novembre 2023 entre la Chine et les États-Unis, donc entre Joe Biden pour les États-Unis et Xi Jinping pour la Chine, qui vont s'accorder sur l'utilisation des réseaux sociaux, l'utilisation notamment et plus contemporainement de l'IA, afin de faire attention aux dangers des réseaux sociaux et de l'IA, notamment particulièrement pour l'IA, faire en sorte qu'elle ne contrôle pas les ogives nucléaires, interdire son contrôle. Parce que comme maintenant l'IA elle contrôle plein de choses et elle peut faire plein de choses, elle est beaucoup déployée, etc. Et bah on impose des décrets pour faire attention pour
faire attention à qu'elle ne contrôle pas justement les ogives nucléaires, parce qu'elle pourrait attaquer n'importe qui, n'importe quand. C'est ça le danger, donc c'est ça les enjeux, on pourrait dire numériques, technologiques, à venir. Oui, petit autre point, je reviens juste sur la caractérisation, la définition de guerre hybride. Je peux vous en donner une claire et nette. Guerre hybride, guerre à la fois conventionnelle et non conventionnelle, comme je vous le disais, qui use de méthodes conventionnelles et non conventionnelles. Bon, ça paraît très répétitif. En fait, comme je vous l'expliquais, c'est une guerre à la fois légale et illégale, qui use à la fois de méthodes légales et illégales, en fait, tout simplement. Organisées, désorganisées, voilà, c'est au niveau des méthodes, au niveau des conditions. Haute définition, guerre asymétrique. Donc, ça se lie à l'idée d'asymétrie informationnelle quand il y a une inégalité des connaissances, des informations reçues ou, on pourrait dire, envoyées. Là, c'est la même chose. C'est des inégalités au niveau des moyens et des méthodes. Donc, c'est une guerre avec des inégalités dans les moyens et dans les méthodes. Au niveau des armes, donc il y a certains États qui vont avoir des armes plus puissantes que d'autres États. Donc, certains États qui vont avoir des informations plus importantes, plus précises que d'autres États. Donc, c'est pour ça qu'on parle bien d'inégalité, donc asymétrie informationnelle, c'est le cas de le dire, ou asymétrie technique, enfin au niveau des moyens. Autre exemple de personnage historique, donc Clausewitz, qui rompt avec l'ancienne morale de guerre juste. Donc voilà, donc il développe son concept, où il pense que la guerre est un moyen de continuer la politique, de s'affirmer, de se concurrencer, de continuer la politique d'un État, d'un peuple. Ensuite, on arrive au niveau des solutions. Solutions pour apporter la paix, pour résoudre un conflit. Donc, il y a plusieurs acteurs qui peuvent entrer en guerre, comme l'ONU, enfin entrer dans le conflit pour justement stopper le conflit et apporter la paix. Donc, par exemple, l'ONU, Organisation des Nations Unies, ancienne SDN, Société des Nations. Il y a tous les organismes, il y a aussi l'OMP, l'Organisation de maintien de la paix, et toutes sortes d'organismes, on va dire géopolitiques mondiales, qui peut médiatiser les conflits afin de d'abord les limiter, mettre des barrières pour pas qu'ils s'agrandissent, ensuite les diminuer et ensuite complètement les stopper. C'est ça l'objectif en fait, c'est de les stopper, apporter plus simplement la paix. Après forcément la paix ça dépend des acteurs, est-ce qu'il y en a qui ont envie de continuer, est-ce qu'ils n'ont pas envie, ça dépend de la puissance de chacun, des collaborations, de la diplomatie, etc. En tout cas, grâce à ces organisations OMP, ONG, ONU, etc., beaucoup de conflits ont cessé. En 2019, 4, en 2020, 17, en 2021, seulement 2, mais ça reste quand même un nombre de conflits qui baisse. Ensuite, aux définitions transnationales, donc ces phénomènes et relations qui ne rentrent pas dans les frontières territoriales, donc c'est transnational, c'est au-delà des frontières nationales. Donc en fait, c'est au-delà des frontières, on dépasse les frontières. Donc frontières qui soient administratives, économiques, culturelles, nationales, c'est les frontières, mais sous différents angles, différents aspects. Aussi, je reviens sur Clausewitz, Karl von Clausewitz, tout informatif, il est né en 1780, pour cette mini-biographie entre guillemets, et est mort en 1831. En reparlant de l'ONU, donc l'ONU s'est beaucoup développée et a agi avec beaucoup de missions. Donc, par exemple, l'armée de l'ONU, c'est les casques bleus, les plus connus, l'ancienne SDN pour l'ONU. Et ils interviennent en fait sur des conflits, sur des guerres afin de les stopper. Et ils sont intervenus historiquement sur justement plusieurs conflits, plusieurs guerres. Ensuite, aux définitions par rapport aux guerres, guerre réelle, donc c'est une guerre limitée, encadrée, c'est pour ça qu'on parle de guerre réelle, donc c'est dans la réalité. Et donc le but, c'est, enfin, on agit, il y a la violence qui est limitée. Le but, c'est pas d'anéantir. Et guerre absolue, c'est plutôt le contraire. Donc c'est une guerre en fait désorganisée, illimitée, déstructurée. Où en fait le but justement c'est d'anéantir. On est violent, on est bourrin. C'est pas du tout structuré, c'est pas du tout organisé. Autre définition parlant de paix, donc sécurité collective, c'est le principe selon lequel des États subissent de répondre, enfin choisissent, excusez-moi, subissent pas, ils choisissent de répondre collectivement aux menaces contre la paix. Donc la sécurité collective, c'est l'alliance, enfin autrement dit, c'est l'alliance entre États afin de maintenir ou d'arriver à la paix en évitant justement toute menace, tout ce qui pourrait être dénigrant, nuisible, etc. Donc voilà, et donc l'ONU est organisée par des chartes, plusieurs États sont membres,
par exemple la Fédération de Russie, l'URSS, la Grande-Bretagne, la France, la Chine, les États-Unis et plein d'autres. Donc je ne vais pas tout vous détailler sur l'ONU, mais en tout cas, le passage de la SDN à l'ONU, il s'est fait historiquement. Ils ont tous les deux, que ce soit la SDN ou l'ONU, ils ont tous les deux agi sur plusieurs missions. Et d'ailleurs, l'ONU continue encore aujourd'hui, puisque c'est encore l'ONU aujourd'hui, continue d'agir sur plusieurs missions, sur plusieurs conflits, afin de les diminuer, les stabiliser et surtout les arrêter, apporter la paix. Ensuite, pour vous donner d'autres exemples de guerres ou de conflits, donc il y a la guerre de 7 ans entre 1756 et 1763. Donc je vous laisserai pareil, en devoir faire des recherches dessus, si vous voulez, pour travailler. Vous avez donc les guerres mondiales, donc ça j'ai déjà expliqué, la Révolution française. Donc à chaque fois, en fait, vous pouvez faire des recherches sur les statistiques, le nombre de morts, le nombre de civils engagés, le nombre de morts militaires, le nombre de morts civiles, les armes employées, donc l'aspect, vous pouvez étudier ça, en fait, sous différents aspects pour le côté méthodologique, aspect politique, économique, social, diplomatique, donc ça se lit à chaque fois, mais vous pouvez étudier un petit peu sous tous ces aspects, tous ces angles. Donc voilà, vous avez les guerres mondiales, on pourrait dire la guerre froide. Guerre mondiale, guerre totale, hein, c'est ce qu'elle veut dire, c'est des guerres totales au niveau des pays. C'est une guerre mondiale puisque y a tout le monde, donc c'est total, c'est très puissant. Voilà. Autre type de guerre plus contemporainement avec Al-Qaïda et Daesh, par exemple les attentats, tout ce qui est attentats, terrorisme, etc. C'est une autre forme de conflit armé, une autre forme de guerre. Donc voilà.